غيركم ولا رضيت سواكم. Bon, bonjour Christian. Bonjour Sabrina, bonjour Guillaume. Christian. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au congrès Vers l'amour conscient organisé par l'Université de l'amour. On a plein de choses à voir avec toi. Et On va essayer de les prendre les unes après les autres. oui, c'est ça, voilà. Et déjà, Sabrina voulait commencer par quelque chose. Oui, bien écoute Christian, on a très envie de savoir, avant que tu nous expliques tout ce que tu fais en Espagne désormais, qui tu es en fait. Et on sait que tu as un parcours très riche, aussi riche qu'atypique. Et on aimerait que tu nous dises un petit peu les grandes étapes de ton parcours de vie. En fait, je pense comme de nombreuses personnes qui sont venues à explorer le développement personnel dans une façon large, souvent, c'est des personnes qui viennent d'horizons différents et qui ont un parcours de vie qui est un peu particulier, qui est souvent atypique. Moi, j'ai été, pendant de nombreuses années, j'ai été dans l'industrie de la construction sur la Côte d'Azur. Bon, j'essayais de ne pas trop couler de béton. On a essayé de construire en bois sur la Côte d'Azur, mais ce n'était pas évident. Pour très rapidement, enfin, en parallèle à ça, j'ai commencé un travail d'introspection, je vais dire. J'ai commencé une analyse et ça a duré, je ne pensais pas que ça pourrait durer aussi longtemps parce que ça a duré 17 ans en fait. J'ai travaillé avec deux analyses complètement différentes, un qui était très orthodoxe, un peu d'inspiration lacanienne, et puis j'en ai eu un second qui était beaucoup plus intervenant et avec lequel on a développé beaucoup le travail de groupe. Et ça a été déjà une première construction dans ce que je fais maintenant, de ce que je fais aujourd'hui, c'est d'approcher la dynamique de groupe. Et ça, c'est vraiment intéressant. À cheval sur les deux aussi, j'ai intégré une troupe de théâtre et on travaillait beaucoup avec la méthode de l'acteur studio, Stanislavski, et où c'est vraiment, on ne joue pas, on est. On est heureux, on ne joue pas à être heureux, on est malheureux, on ne joue pas à être malheureux. Donc, c'est vraiment d'appeler des émotions qui sont en nous. Voilà, donc d'apprendre ces techniques, en fait, parce que moi, je dirais que ce n'est même pas des techniques, c'est juste se connecter avec des émotions qu'on a, dont on est chargé, et de pouvoir les restituer. Bon, c'est juste les restituer à l'instant T quand on en a besoin, quoi, quand il y a la réplique. Mais en fait, si on est vraiment impliqué, si on est dans le présent, et là aussi, ça rejoint tout ce qu'on fait, c'est d'être dans le présent. Quand on est sur scène, on écoute vraiment le partenaire, et quand il envoie une information, c'est de la prendre, cette information, de la prendre au moment présent et de réagir. Voilà, de réagir avec les émotions qu'on a, quoi. Bon, donc, c'est vraiment d'être connecté, d'être dans le présent et de réagir avec ses propres émotions. Ça, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui au travers des formations qu'on propose ou à travers des ateliers, des ateliers qu'on propose. Voilà. Donc, pour revenir à ça, petit à petit, le travail de psychanalyse, et ça, bon, sur 17 ans, je l'ai quand même bien exploré. Après, j'ai été en candidat libre à l'université en sciences humaines pour participer à des cours de psycho. Et puis, à titre personnel, moi, j'étais intéressé aussi de découvrir la sexualité parce que pendant très tôt, vraiment très tôt, j'ai toujours pensé que la sexualité, ce n'était pas juste un rapport intime avec un ou une partenaire et que ça allait beaucoup plus loin, que la sexualité, ça pouvait être la porte qui s'ouvre sur une autre dimension. Voilà. Alors, bon,
la première exploration que j'ai faite, c'est un peu en explorant le monde du kink, du kinky. En France, on connaît plus sous l'appellation du BDSM. Hein. Donc, j'ai fait une exploration là-dessus et j'ai voulu rencontrer les gens qui sont un peu les spécialistes, les maîtres de ces sexualités alternatives, qui, quand on est à l'extérieur, peuvent paraître un petit peu, un peu dérangeantes. On se dit, mais c'est des fous qui font ça, c'est des extrêmes. Et en fait, quand on connaît les gens, pas du tout. C'est vraiment des gens qui manipulent ces approches de la sexualité. Et ce n'est pas que de la sexualité, c'est de la corporalité, en fait. Hein. Encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est la connexion avec le corps, sans passer par le jugement, sans passer par le contrôle du mental. Donc, j'ai fait 4 voyages, parce que c'était, pour moi, c'était plus facile d'aller aux États-Unis et d'explorer, parce qu'il y avait des sites web qui permettaient de bien se connecter avec des gens. Donc, j'ai fait 4 voyages aux États-Unis et j'ai rencontré les experts, on dira, dans différentes spécialités, alors qui n'étaient pas forcément des spécialités qui m'attiraient, mais que je voulais explorer pour les connaître. Et ça, c'est important parce que cette approche de la sexualité ou des sexualités extrêmes, comme on va dire, ça me sert beaucoup dans mon travail que je fais aujourd'hui, avec des personnes qui viennent en séance individuelle et qui souvent viennent pour essayer d'être acceptées dans ce qu'elles sont. Voilà. Hein. Et ça c'est important parce que j'ai cette expérience-là. Et donc, on parle d'égal à égal avec les gens qui sont dans cette dimension des sexualités exploratives, on va dire. Hein. Voilà. Donc là, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup d'expériences et j'ai rencontré des gens extraordinaires avec qui je suis toujours en contact et qui étaient bien souvent, qui étaient un petit peu aussi les pionniers il y a 40, 50 ans, et il y en a qui sont âgés maintenant, mais qui étaient vraiment les pionniers à l'époque aux États-Unis, à New York, en Californie aussi. Et voilà. Et après, je suis revenu en Europe et là aussi, je fouillais un petit peu sur Google qu'est-ce que je pourrais rencontrer en Europe. Et c'est là que j'ai été en contact avec un lieu qui n'existe plus aujourd'hui en Allemagne, à Berlin. Mais les gens développent aussi à nouveau préparent de nouveaux lieux. Mais il y avait un lieu qui était vraiment à Berlin, qui était important, qui était un peu le centre européen de la scène alternative. C'était le Schwelle Sieben à Berlin. Et c'était un peu comment dire, le centre, oui, le centre un peu névralgique de ce qu'en Europe et dans le monde aussi maintenant, on appelle le sexe positif. Voilà. Donc, et le sexe positif, c'est l'exploration à la fois des sexualités contemporaines, mais des sexualités sacrées, hein, avec le tantra, ou des sexualités avec le Tao, puisque c'est là aussi j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami maintenant, ou Dautrey, qui est resté avec Mandacha, le Tao sexuel, hein, qui vient, enfin je ne sais pas si vous connaissez Mandacha, maître Mandacha, qui a son centre et qui est vraiment le grand maître international qui explore et qui donne des cours, des formations sur le Tao sexuel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup intégré dans ma pratique. J'étais aussi chez Mandacha en Thaïlande, puisqu'il a son propre centre, le Tao Garden à Chiang Mai. Voilà. Et là aussi, j'ai fait des stages avec eux. Je ne l'ai pas eu directement dans les stages en Thaïlande, parce qu'en fait, il est en train de voyager tout le temps à travers le monde pour porter la parole. Donc, la deuxième étape, ça a été le Schwelle Sieben. Et ça, c'est important. En Europe, beaucoup de gens les connaissent. Et c'est là que j'ai entendu parler, encore à Berlin,
d'une école de tantra. Et quand on m'en a parlé, quand on m'a dit comment ils opéraient, j'ai été curieux et un petit peu interloqué, puisque c'est une école qui existe toujours, qui fait vraiment du tantra rouge. Et là, il n'y en a pas beaucoup en Europe aussi, des écoles qui font du tantra rouge. Donc, je suis arrivé très timide chez eux. En plus, alors il faut dire que parce que j'ai fait beaucoup de choses à Berlin et je ne parle pas allemand. Hein. Donc, Schwelle-Sieben, ce n'est pas un problème parce que quasiment, comme les gens viennent de l'Europe entière, la tendance est quand même c'est assez jeune. Donc, tout le monde parle anglais, ça, ce n'est pas un problème. Mais au Diamond Lotus à Berlin, eh ben, l'enseignement se fait en allemand. Et j'ai eu de la chance, c'est qu'à chaque fois, j'avais quelqu'un qui non seulement pouvait me traduire en anglais, mais bien souvent qui me traduisait en français, des Allemands bilingues ou Autrichiens bilingues. Et j'ai pu suivre pendant, je ne sais pas, 5 ans l'enseignement d'Andro, qui a créé le Diamond Lotus, qui est de la même génération que Margot Anand, qui est plus connue en France, qui a créé le Skydancing. Et le Diamond Lotus, c'est vraiment l'école du massage tantra, puisqu'en fait, on dit que c'est Andro qui a créé le massage tantra, qu'il a ramené après ses voyages en Inde, après avoir connu Osho et suivi les enseignements d'Osho. Donc, il a créé le massage tantra. Et la plupart des gens qui travaillent dans les instituts de massage tantra en Allemagne, en Autriche, en Suisse, enfin, les instituts germanophones, la plupart ont été formés au Diamond Lotus. C'est vraiment l'école de formation de massage tantra. Voilà. Donc, j'ai fait ma formation là-bas, donc non seulement de massage tantra, mais aussi de toute la dimension tantrique, le message tantrique qu'on pouvait apprendre au Diamond Lotus, mais qui, encore une fois, est un tantra rouge, donc qui peut paraître avancé pour certaines personnes. Voilà. Et après, je suis venu aussi enseigner au Diamond Lotus, voilà, des stages particulièrement sur l'analité, puisqu'on a fait des stages longs de 5 jours sur l'analité. Voilà. Et ça, on pourra peut-être y revenir une autre fois. Voilà. Donc, encore une fois, au Schwelle-Sieben, j'ai non seulement découvert le Diamond Lotus, le Tantra rouge, et aussi une amie m'a parlé de la formation de Sexological Bodyworker. Et là aussi, bon, parce que moi, tout ça, au début, c'était juste pour moi, pour mon développement personnel, pour mon cheminement personnel. Je n'ai jamais eu l'intention de dire je vais enseigner, je vais devenir professeur de sexualité ou un coach. Et donc, elle m'a parlé longuement du Sexological Bodywork, et qui est toujours une formation professionnelle. Et je disais, mais donc voilà, moi, je ne veux pas devenir professionnel. Mais ça m'attirait la façon dont elle m'en parlait. Et finalement, j'ai fini par faire un week-end de découverte à Copenhague. J'ai rencontré Joseph Kramer, qui était là, par hasard, qui a créé le Sexological Bodywork. Et ça m'a passionné, parce que ce qui m'a plu, c'est que c'était une approche pragmatique de la sexualité, éducative de la sexualité, et que là, encore une fois, il n'y avait pas de tabou. Enfin, on essayait de ne pas rentrer dans les tabous. Et puis, j'ai décidé de m'inscrire. J'ai fait la formation. Donc, j'ai fait 3 ans. Et maintenant, voilà, je suis certifié Sexological Bodyworker. Au début, je m'étais dit, c'est bon, je vais développer la formation en France. Mais quand j'ai voulu m'y mettre, j'ai dit, oh là là, il y a un hic, c'est que tout le support, parce qu'il y a un gros support en fait, qui est un support online et qui est en anglais. Et on a beaucoup de lectures, on a beaucoup d'auteurs de livres à lire, mais ils sont en anglais. Et là, on a un petit problème avec les Français, c'est qu'il y a beaucoup de timidité, en fait. C'est vraiment de la timidité à parler anglais pour beaucoup de Français.
Et je me suis aperçu que les gens ne pourraient pas adhérer à ça. Et pour moi, il était impossible de traduire tout en français. C'était trop, c'est énorme, quoi. On a un énorme support qui est le support d'un intranet qu'on a, et aussi les lectures qu'on doit faire, les films qu'on doit lire aussi, parce qu'il y a beaucoup de supports vidéo, mais tout est en anglais. Et même en américain, je dirais que des fois, c'est peut-être encore plus difficile pour les Français de comprendre l'américain que de comprendre l'anglais. Des fois, ils ont un accent qui peut être difficile. Et donc, j'ai renoncé. Et l'idée, quand j'ai créé à ce moment-là, c'est une école ou une formation qui s'appelle Néo-Tantra. Et l'idée, c'était, j'ai écrit des stages pour adapter, dans le cas de stage, mais pour tout le monde, quoi, hein, pas pour les gens qui veulent devenir professionnels, j'ai adapté la formation du Sexological Bodywork. Voilà. Voilà. Et j'ai commencé à un petit peu enseigner ça en France. Mais en fait, je souhaitais trouver des gens avec qui on pourrait se réunir parce que seul de tenir une organisation, de monter, c'était vraiment beaucoup de travail. Et au début, j'ai pas vraiment trouvé des gens suffisamment enthousiastes qui avaient fait la formation, qui sont francophones, bons francophones. Voilà. Et donc, ça a été mis un peu en stand-by, puisqu'en parallèle, j'ai voulu joindre mes deux comment dire, passions, qui sont la construction et le bâtiment, la maison, et cette approche de la sexualité pluraliste, je dirais, parce que vous voyez que j'ai un éventail assez large. Je suis dans les sexualités contemporaines, le tantra rouge, le sexological bodywork et la maison. Et en fait, est venue l'idée de créer notre propre lieu. Et donc, au départ, l'idée, c'était de le faire sur la Côte d'Azur, parce que j'habitais sur la Côte d'Azur. Le problème, c'est que l'immobilier est vraiment inabordable, parce qu'il faut quand même une maison qui soit assez grande, avec un terrain. Et on a un peu reculé la focale, le zoom, et on a élargi. Et on s'est dit, pourquoi pas l'Espagne, pourquoi pas la région de Barcelone. C'est un gros aéroport. Les gens peuvent venir, il y a des vols de low cost qui sont vraiment pas chers, de toute l'Europe. Et on s'est dit, on va créer ça en Catalogne. On a un petit peu investigué, on a visité plusieurs propriétés. Finalement, on est arrivé là. On est à 70 km au sud de Barcelone. On est à 5 minutes à pied des plages. Et on est dans un jardin magnifique. Voilà. Donc, maintenant, on est dans la nouvelle aventure de la Casa Dorada qui était censée commencer l'année dernière. Mais avec le Covid, on a dû pas mal s'adapter. Voilà. Voilà pour le parcours, rapidement, mais quand même, c'est long quand même. Il y a un parcours très, très international. Oui, comment dire, au début, alors, je ne dirais pas que j'ai cherché en France à me connecter avec ce qui pouvait exister en France, mais je dirais que j'ai pas reçu l'appel, voilà, avec de ce qui pouvait exister en France. Comment dire ça? Ça me semblait. Bon, je veux pas rentrer dans les jugements, mais ça me semblait un peu trop intellectuel pour moi, un peu trop mental. Voilà. Alors que je ne savais pas au début, hein, vraiment, je ne savais pas vers où je voulais aller, où il fallait aller, mais voilà, ça n'était pas assez au niveau de l'expérience. Voilà. Et vraiment, je voulais vivre des expériences. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai fait ces voyages aux États-Unis pour découvrir le monde du kink, du BDSM, c'était vraiment des expériences que je voulais vivre. Voilà. Et tout le reste, après, ça a été au travers d'expériences. Quand j'étais au Diamond Lotus, même si j'avais des traducteurs, des gens qui voulaient bien traduire,
c'était d'abord des expériences que je vivais, parce qu'ils ne traduisaient pas tout forcément, et traditor, traitor, comme disent les Italiens, ce que j'ai reçu, c'était qu'une partie de l'enseignement. Mais par contre, les expériences que j'ai vécues, ça, c'était concret, ça, c'était du concret, parce que je voyais sur moi ce qui se passait. Hein. Alors peut-être qu'après, avec mon background de psychanalyse, je revenais tout seul. J'en ai parlé aussi, parce qu'au début, j'étais encore dans mon analyse. J'en parlais avec mon analyste et ça permettait d'aller plus en profondeur et de voir qu'est-ce qui en moi était touché dans mes profondeurs, je dirais, émotionnelles. Et ça, c'est important. Et ça, je m'en sers beaucoup. Et je ne fais pas de la psychanalyse quand je fais des séances individuelles, mais ça me permet de ressentir, en tout cas, qu'est-ce qui est touché dans la personne, là où on va toucher. Parce que bien souvent, y a les choses, les choses nous renvoient, enfin, quand on va aborder une dimension dans la personne, on arrive à un écran. Alors, c'est un écran qui peut renvoyer quelque chose, mais aussi qui cache quelque chose. Donc, l'idée, c'est, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir, bon, d'une part, bien sûr, c'est ce que renvoie l'écran, hein, mais surtout, c'est d'aller voir derrière l'écran. Voilà, de ne pas s'arrêter forcément à ce que disent les gens, parce qu'avec les mots, on peut toujours, quand on maîtrise un petit peu la langue, on peut toujours se mentir à soi-même. Hein. Et moi, ce que j'aime, c'est d'aller voir derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est vrai que là, j'utilise un petit peu les techniques de psychanalyse, en fait. Mais c'est juste pour aller derrière. Voilà, je ne vais pas dire à une personne, je te psychanalyse, surtout pas, surtout pas. Voilà. Tu nous as parlé de ton parcours, qui est un parcours magnifique, extrêmement riche, international, comme Sabona, avec à la fois la psychanalyse, la sexualité et plein de sortes de sexualité. Pardon, j'aimerais bien que tu nous dises un peu. Tu as fait tantra, tu fais Tao sexuel, tu fais sexological bodywork essentiellement, plus la sexualité BDSM. Finalement, quelles sont les frontières de ces catégories? Le tantra et le Tao sexuel, par exemple, pour beaucoup de personnes, peut-être ça se ressemble. Enfin, comment tu pourrais qualifier les différences entre ces disciplines? En fait, moi, je vais surtout bien me garder de les définir. Parce que des fois, quand je vais un petit peu sur les médias sociaux, je vois des gens qui ont des grandes discussions pour définir ce que c'est, par exemple, le tantra. Alors souvent, c'est au travers du tantra. Et ils partent dans des explications avec des textes et des textes et des textes pour expliquer ce que c'est que le tantra. Le tantra, ça ne s'explique pas, c'est être. C'est être dans le moment, c'est être. Et voilà, donc pour moi, je n'ai pas envie vraiment de faire une définition de ce que c'est et je ne saurais pas la faire. Je ne saurais pas la faire parce que pour moi, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile. Encore une fois, ce que je disais déjà tout à l'heure, pour moi, ce qui est important, c'est l'expérience qu'on en a. Et de toute façon, par exemple, le tantra que moi j'ai exploré, si j'en parle, il va choquer en France. En France, parce que la grande tendance du tantra français, c'est un tantra qui est inspiré du sky dancing. Et il me semble que l'approche, j'ai fait 1 ou 2 stages avec Margot Anand, mais que l'approche est déjà sur une dimension spirituelle du tantra. Moi, je dirais que ce que je préfère, c'est d'abord que les gens apprennent à être ancrés, à être présents dans l'ici et maintenant. Vraiment, c'est important. Et donc, pour moi, ce qui est vraiment, et quel que soit l'outil qu'on va utiliser, c'est de trouver qu'est-ce qui va permettre aux gens de s'ancrer, d'être présents en ce moment et d'éviter d'avoir des idées préconçues, d'avoir des intentions, d'avoir des attentes, de penser qu'on a un but à atteindre. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est d'être dans le présent.
Voilà. Simone, ma femme, qui est allemande aussi, qui a été formée au Diamond Lotus, elle est thérapeute du souffle. Hein. Et la thérapie du souffle, là aussi, c'est vraiment, et ça, c'est quelque chose que nous, on utilise tout le temps, c'est par la respiration consciente et d'autres outils aussi qu'on utilise, qui sont simples, hein, mais c'est pour être ancré, pour être dans le moment présent, pour être voilà, dans qu'est-ce qui se passe, comment je suis connecté avec moi-même, avec mon corps, pour éviter le contrôle du mental. Ça, c'est vraiment très important. Parce que dès qu'on rentre dans l'explication, dans la justification, on est dans le mental. Voilà. Et le mental, alors c'est super, mais il est un peu contrôlé par l'ego. Vous savez, c'est cette petite voix qui parle en permanence et qui nous dit « tu n'es pas capable, tu ne devrais pas faire ça, ouh là là, ben, voilà ». Et c'est un dialogue qui, des fois, est pas utile. Moi, j'essaye alors, il y a des gens qui vont vraiment très fort pour casser l'ego, pour détruire l'ego. Moi, je dis pas ça du tout, pas ça du tout. Moi, simplement, parce que l'ego, il est là aussi pour nous mettre en sécurité. Hein. Quand on marche dans la rue, qu'on est au téléphone, qu'on ne fait pas attention, ben, on va s'arrêter au feu rouge des fois, ou quand on conduit, ben, on arrive et on se dit, mais je n'ai pas vu que j'ai fait tout ça. Et c'est l'ego qui était là, qui surveillait pour que tout se passe bien, pour qu'on soit en sécurité. Donc, l'ego, c'est quand même notre ami, d'accord? Mais à un moment donné, il faut lui dire, bon, attends, là, on va explorer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, hein, d'être dans le corps. Ben, tout est calme. Regarde, l'environnement, il est là. On est dans un endroit sécure, protégé. La personne qui est en face de nous, on lui fait confiance. Donc, voilà. Donc, repose-toi. Et voilà. Et là, on va explorer quelque chose d'une autre dimension. Et l'autre dimension qu'on doit explorer, c'est la dimension corporelle. C'est le corps. Voilà. Et c'est s'adresser là au corps. Et moi, ce que j'essaye de faire dans toutes les séances privées particulières que je fais ou dans les stages, c'est essayer de faire en sorte que les gens, c'est leur corps qui va s'exprimer, mais qui va s'exprimer vraiment avec des mots. C'est-à-dire que le corps, la dimension, les émotions cachées, elles vont sortir avec des mots. Voilà. Et ça, on n'a pas besoin de savoir quelle est la différence dans le tantra, dans le tao sexuel, dans d'autres choses. Ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va sortir de là permettre au corps, voilà, justement, permettre au corps de s'exprimer avec des mots, voilà, MOTS, hein, plutôt qu'avec des mots MAUX. Voilà, ça, en français, ça marche bien, ça ne marche pas en anglais, ça. Mais vraiment, c'est ça. Voilà. Parce que le corps, quand on ne fait pas attention à lui, à un moment donné, il vient taper à la porte. Quoi. Et au début, il tape un peu pas très fort, donc on dit, bon, ben non, c'est bon, on va attendre. Hein. Et puis à un moment, il va taper vraiment de plus en plus fort. C'est un petit peu comme l'envie de faire pipi au début. Il dit « Oh, coucou, tu sais, il faudrait qu'on aille pisser. » quoi. Alors, il tape doucement, on a une petite envie. Et puis, à un moment donné, il va vraiment taper fort parce qu'on dit « Ah non, j'ai autre chose à faire, il faut que je fasse quelque chose d'autre. » Et puis, à un moment donné, il dit « Non, non, là, maintenant, tu y vas tout de suite et maintenant. » Bon, voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne serais pas capable de donner une définition de ce qu'est le tantra, de ce qu'est le tao sexuel. Et surtout pas du tantra, vraiment pas du tantra, parce qu'il y a tellement de gens qui font ça, ben, je leur laisse faire, qu'ils fassent des définitions du tantra. Voilà. Et en plus, pour moi, toute la dimension hindouisante hein, du tantra, c'est déjà difficile d'essayer d'être soi-même avec ce qu'on est, avec notre propre background de petits blancs vivant dans les sociétés occidentales, intégrer des choses qui ont été faites il y a 4000 ans dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures qui ne sont pas du tout les nôtres. Bon, hein, je ne sais pas moi, je pense que, voilà, je n'ai pas cette approche-là, c'est trop spirituel pour moi, au départ, voilà. Tout ce que tu nous as exposé sur le carpe diem, la respiration, le corps, est-ce que ça rejoint ta conception de la sexualité de pleine conscience? Ah ben c'est complètement ça. C'est complètement ça. La sexualité de pleine conscience, enfin, ce mot m'est venu à un moment donné parce qu'on parlait beaucoup de la méditation de pleine conscience. Voilà.
Alors, la méditation de pleine conscience, c'est d'être là, d'être présent. Mais je me suis dit, mais la sexualité, c'est quoi? C'est d'être là, c'est d'être présent. Mais est-ce que finalement, quand on est sexuel, est-ce qu'on est complètement là et complètement présent? Mais quand je dis, c'est non seulement au niveau du mental, mais c'est aussi au niveau de l'inconscient. Hein. Moi, je vais pas parler au nom des femmes. Je peux parler, moi, en tant qu'homme. Hein, et bon, bah, bien souvent, c'est quand dans une sexualité normale, entre guillemets, pour avoir avec un partenaire ou une partenaire, c'est d'avoir du plaisir, hein, d'accord, de vivre un bon moment, de vivre un moment d'échange. Mais bien souvent, si on commence à gratter, et c'est là que ben, ce que je parlais d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran, quand on va gratter, ben, nous les hommes, on est un peu programmés pour arriver à un but, d'accord, pour arriver à une destination. D'accord. La destination, c'est de monter, d'avoir un pic orgasme, un orgasme, voilà, un orgasme qui va faire que tout de suite après, on va éjaculer et voilà, on va livrer du sperme ou dans une intention de reproduction ou au moins d'intensité de plaisir. Quoi. Et aussi, nous les hommes, beaucoup d'hommes, et ça je le vois beaucoup avec mes clients, qui disent moi, je dois pourvoir, je dois donner quelque chose à ma partenaire. Hein, quand il s'agit d'une femme, moi, je dois la faire jouir, j'ai quelque sorte une obligation de résultat. Ils sont là. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui vient au premier degré. Mais quand on gratte un peu, c'est ça. Hein, ils se disent, ou on se dit, moi aussi, je peux m'intégrer là-dedans, bien que ma sexualité ait changé maintenant. Mais voilà, on doit arriver à un but, on doit pourvoir quelque chose, on doit fournir quelque chose. Voilà. On ne doit rien fournir. Je veux dire, voilà. Mais ça, c'est dans la dimension inconsciente. Voilà. Et il faut sortir de ça, en fait. Hein, il faut sortir de cette idée-là. Et la sexualité de pleine conscience, ben c'est ça. C'est d'éviter de penser qu'on doit faire quelque chose, c'est d'éviter qu'on doit arriver à un certain point, mais c'est de juste vivre l'instant présent. Et pour les deux partenaires, moi j'ai une cliente qui venait, elle est ingénieure, elle me disait souvent, ben, quand je fais l'amour avec mon mari ou même avec mon amant, ben, je fais des ponts. Elle dessinait des ponts dans sa tête parce qu'elle n'était pas là. Alors, elle était là, mais malgré tout, il y a toujours son esprit qui était… Mais c'est vraiment… Ça demande un apprentissage d'être conscient. On n'est pas conscient complètement. Mais ça arrive, si on est honnête, à un moment donné, on est là dans un rapport amoureux, dans un rapport sexuel, et puis à un moment donné, l'esprit va s'évader et on sera ailleurs. On ne sera pas dans le moment présent. Et c'est un vrai travail d'être présent. C'est ça, la sexualité de pleine conscience, d'être complètement présent. Et quand on sait le faire, l'expérience du rapport sexuel, il est complètement différent. On passe dans une autre dimension, complètement. Voilà. Oh, magnifique, magnifique. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu avais ouvert ce lieu en Espagne. La Casa Dorada, je ne sais pas si j'utilise le bon accent, peut-être pas. Très bien, non, c'est la Casa Dorada. C'est la maison dorée. Voilà. Et c'est là que tu proposes des stages et aussi des séances particulières. Est-ce que tu peux nous parler de ton lieu? Alors, donc, la Casa Dorada, on l'a définie comme… un peu comme une oasis, c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire, hein, parce que déjà, on est tout près de la mer, mais en même temps, on a créé un jardin, on a beaucoup investi dans le jardin, on a créé un jardin un peu tropical pour que vraiment on se sente bien, non seulement dans la maison, mais beaucoup à l'extérieur aussi, puisqu'on essaie beaucoup d'avoir des pratiques à l'extérieur. On a une grande plateforme à côté de la piscine et on a un pavillon en bois aussi où on fait des méditations, du yoga le matin. Donc, c'est vraiment, on a voulu quelque chose, un centre qui soit à dimension humaine. On peut maximum recevoir 24 personnes, plus les enseignants, quand on reçoit des stages, ou
pour nos propres stages. Donc, c'est ça. Et c'est aussi quelque chose qu'on a voulu, c'est une maison un peu éclatée, en fait, puisqu'on a donc des lieux de pratique extérieurs, mais aussi la salle à manger est à l'extérieur. Enfin, elle est pas dans la maison. La cuisine, elle est à l'extérieur. On a des salons à l'extérieur. Donc, on est vraiment… bon, c'est aussi parce que le lieu le permet, le temps, hein, parce qu'en fait, nos activités, elles partent, on commence en avril, l'année prochaine, on va commencer autour de Pâques, jusqu'à fin octobre. Donc là, tout le temps, il y a la piscine, il y a la plage. Souvent, le matin, on se lève de bonne heure, on va faire des méditations au soleil levant. Il y a une magnifique plateforme qui fait face à la mer, face au soleil levant. Puis après, on va se jeter dans l'eau. Voilà. Et même quand il fait froid, là d'ailleurs, on se baigne encore dans la piscine. On est un peu la méthode Wim Hof. Et il fait froid encore. Il fait froid, c'est pas parce qu'on est sur la Costa Dorada qu'il fait chaud. Voilà. Mais là, il fait quand même moins froid que… La semaine dernière, j'étais à Berlin et là, il neigeait, quoi. Donc, on n'a pas ça ici. Donc voilà, la Casa Dorada, c'est vraiment une oasis. Et bon, et ça, après, c'est un peu les gens qui font le retour, qui nous font le retour. Voilà, c'est un lieu qui a se charger. Hein, mais comme tous les lieux, je pense, tous les lieux de retraite, ils se chargent parce qu'importent les gens. Hein. Et ça, c'est important. C'est la dimension qui est impalpable. C'est tout ce que les gens apportent avec eux et qui permettent de créer un lieu un peu particulier, un peu magique. Voilà. Et ça, il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a toujours quelque chose qui reste. Il se charge. C'est un lieu qui se charge au fur et à mesure avec les gens qui viennent nous visiter. Voilà. Donc, effectivement, on fait des stages. On a aussi des séances individuelles. Ça, c'est quelque chose qu'on adore faire. Alors, les stages, l'année dernière devait être notre première année d'exercice, on va dire, mais on a eu le Covid, hein, et ça nous a beaucoup désorganisé. Au début, on avait prévu tout un planning sur la saison, et puis on a dû tout annuler parce que ça devenait assez compliqué avec les frontières, qu'on pouvait venir, pas venir. On avait organisé des choses où les gens n'ont pas pu venir parce qu'on ne savait pas s'ils allaient pouvoir passer la frontière, des tests, des pas tests. Enfin bon, malgré tout, en fait, on a toujours pu passer. Il n'y a jamais eu de problème avec les tests. Bon, pour la saison prochaine, je pense que ça sera un petit peu mieux, mais de toute façon, il faudra… donc nous ici, on essaie de rester aussi dans notre bulle. Donc, on a des autotests, voilà, où les gens se testent. Quand ils arrivent, on n'a pas eu de Covid dans la maison, donc ça c'est bien. Je touche du bois, voilà. Et malgré tout, donc l'année dernière, on a quand même fait, parce qu'on est resté là tout l'hiver, et il y avait quelques permanents qui étaient avec nous, et on a développé quelque chose qui n'était pas du tout prévu au début. On a développé un esprit communautaire. On est parti sur l'idée d'une cohabitation tantrique, voilà, sans trop savoir ce que ça pouvait être, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas forcément, des communautés tantriques. En théorie, le Diamond Lotus à Berlin, c'est une communauté. Au départ, c'était une communauté, mais ils sont en ville, donc l'esprit de communauté et de ville, c'est pas forcément toujours évident à mettre en place. Donc voilà, nous ici, on a plus d'espace, on a un grand jardin de 2000 m². Donc, petit à petit, c'est mis en place cette idée de communauté où, en fait, l'idée, c'était de faire un espace de co-création où chacun venait avec ses talents, ses connaissances, ses savoir-faire, et de mettre ça en commun et d'explorer ça ensemble. Donc ça, on l'a fait. Mais en fait, au fur et à mesure, quand on a commencé à avoir plus de monde qui venait aussi, qui venait avec la belle saison, on s'est aperçu que les gens, ils n'osaient pas. Parce qu'on leur disait, mais ce n'est pas grave si tu n'as pas un talent, si tu n'as pas quelque chose à proposer, mais au moins, tu as peut-être quelque chose qui t'intéresse, qui est là, que tu voudrais explorer. Donc,
parle-en, mettons-le sur la table et on va voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Hein. Chacun va dire, ben voilà, c'est un peu comme un café philosophique où on a une question et puis chacun va l'aborder. Ben là, c'était avec une thématique relative à la corporalité, parce que ce n'était pas forcément que la sexualité, la corporalité, on prend le corps dans son ensemble, dans sa dimension holistique. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Et ça, on l'a fait quelques fois et c'était super. Mais bon, dans l'ensemble, les gens, ils n'osaient pas trop. Donc, on a dû en faire un peu plus. On a dû revenir un peu à notre format de stage, d'enseignement. Voilà. Mais la dimension aussi communautaire, c'est quelque chose qui plaisait bien finalement. Alors, bien sûr, attendez, c'est une communauté, je vais dire, à la française. C'est-à-dire qu'on est quand même… Moi, je suis un peu quand même, c'est moi qui ai créé ça, donc on est quand même un petit peu individualiste, nous autres les Français. Donc l'esprit communautaire, c'est quelque chose qu'on doit intégrer doucement, pas à pas. Donc on l'a fait, mais vraiment les gens ont apprécié. L'année dernière, on a reçu bien sûr, on recevait des gens de toute l'Europe. On a eu des Danois, Norvégiens, Luxembourg, polonais, kazakhstan, russe, anglais, espagnol, italien, grec. Donc, on a vraiment on a même des Américains qui sont venus, des gens de toute l'Europe qui sont venus. Et chacun a amené un petit peu à créer ça. Et tout le monde participait aussi. On faisait du karma yoga. Donc, le karma yoga, c'est faire quelque chose pour la communauté, mais en étant pleinement présent encore aussi. Quand on doit balayer, c'est d'être complètement présent dans son balayage. Et les gens vont vraiment, vraiment apprécier ça parce qu'ils se rencontraient non seulement dans les pratiques, mais ils se rencontraient aussi dans la vie quotidienne, dans le fait de préparer la cuisine, de faire à manger, de nettoyer, de faire la vaisselle, d'entretenir le jardin. Donc ça, et vraiment, les retours qu'on a eus là-dessus, c'était vraiment extraordinaire. Les gens vraiment ont apprécié. Et ça, c'est aussi une dimension qu'on va essayer de garder l'année prochaine, pour la saison prochaine. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup plus d'enseignements avec des thèmes qui sont établis à l'avance, puisqu'on est en train de travailler sur les thèmes. On commence à les publier sur notre site web. Des thèmes qui sont élaborés à l'avance. Mais en essayant de garder aussi cette dimension un petit peu communautaire. Voilà. Donc, ça demande, c'est chargé. Quand les gens viennent passer une semaine ou 15 jours avec nous, voilà, ils ne sont pas inactifs. Mais on a quand même, on garde les bonnes habitudes espagnoles. On a un grand temps de sieste après le déjeuner. Donc là, ça, c'est bien pour être dans le jardin, dans les hamacs, au bord de la piscine, ou voilà, on peut se retrouver en petits groupes dans les endroits un petit peu discrets. Voilà. Et dis-moi, Christian, les personnes qui viennent à la Casa Dorada, elles sont à la recherche de quoi? Tu peux donner quelques exemples? Alors, on a vraiment, encore une fois, on a de tout. On a des débutants complets, des gens qui sont juste attirés parce qu'on parle de sexualité dans notre site web ou dans les blogs qu'on peut publier. On a une approche, et surtout, par exemple, ce qu'on fait en tant que dans l'esprit Sexological Bodywork. Et là, il y a une série actuellement sur Netflix qui résume bien et qui présente très, très bien ce qu'est notre travail de Sexological Bodyworker. C'est une série qui a été initiée par Gwyneth Paltrow et qui s'appelle Sex, Love and Goop. Et il y a 6 épisodes là-dessus. Et c'est vraiment c'est une approche en douceur de la corporalité et de la sexualité, et de voir toute la dimension d'apprentissage qu'on peut faire, d'éducation aussi, et d'éducation d'abord par rapport à soi-même, hein, d'apprendre à connaître son corps. Notamment, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas comment leurs organes génitaux sont faits, comment est un clitoris, par exemple. Je pense que c'est juste une petite pointe, un petit capuchon.
Mais non, un clitoris, c'est beaucoup plus grand que ça. Et donc, donc, ils veulent découvrir ça. Donc, on fait aussi un peu d'anatomie. Quand on fait l'analité aussi, on fait de l'anatomie aussi. Parce que ça, c'est quelque chose que on ne va pas du tout explorer parce que ce n'est pas beau, ce n'est pas bien. Et pourtant, il y a tellement à explorer, tellement à découvrir dans cette dimension-là. Donc, on a vraiment des gens débutants. Après, on a des gens aussi qui, eux, ont une approche de la sexualité, qui sont beaucoup plus à l'aise avec la sexualité. Je pense aux libertins, en anglais, c'est les swingers, qui, eux, sont très à l'aise avec une approche de la sexualité, mais qui ont envie de découvrir une autre dimension. Ils ne savent pas vraiment quoi. Voilà. Et puis après, on a les gens aussi qui eux, ont déjà fait un parcours de développement personnel, qui ont fait des approches du tantra ou du BDSM, voilà, et avec qui, là, on a des stages qu'on va mettre en place pour l'année prochaine, qui sont beaucoup plus avancés. Voilà. Mais voilà, pour ces stages-là, en général, on fait une petite interview comme on est en train de faire là aujourd'hui, pour savoir où ils en sont, qu'est-ce qui les amène. Mais je dirais que bien souvent, quand même, les gens, ils viennent parce qu'il y a quelque chose qui les appelle. Et quand on leur demande, chaque fois, on leur demande pourquoi vous êtes venus, souvent ils disent je me sens appelé. Voilà. Ils ne savent pas vraiment définir pourquoi ils viennent. Ils viennent parce qu'il y a quelque chose qui les appelle, mais voilà, ils ne savent pas vraiment pourquoi. Et si on fait le rapprochement avec les sens individuels, là aussi, c'est souvent quelque chose qui, au départ, ils viennent, bon, il y a une intention, bon, et finalement, elle passe très vite, cette intention, il y a quelque chose de plus profond qui apparaît. Et souvent, ça vraiment, c'est quelque chose que je vois, même quand je faisais des séances individuelles à Nice, en France, à l'époque, c'est que les gens viennent parce qu'ils ont besoin d'être vus dans leur questionnement. Et ça, parce que c'est est-ce que je suis normal, voilà, est-ce que je suis normal, est-ce que c'est bien si je pense ça, est-ce que voilà, et souvent, enfin moi je dis, ils viennent pour chercher une autorisation, voilà, parce qu'il y a pas d'éducation à la sexualité, il y a pas de lieu où on apprend à connaître comment nous fonctionnons, comment l'autre fonctionne, comment l'autre a besoin d'être touché, quelles sont ses attentes. Et puis, il y a toute la dimension des fantasmes. Hein. Là, on a 15 jours de stage sur ça, en 2 stages sur les fantasmes, l'exploration des fantasmes. Parce que là, encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est les fantasmes, c'est un écran, hein, c'est nos pensées, voilà. Et c'est un écran, ça nous renvoie. Alors, ça peut être, des fois, on va chercher cet écran sur les pornos, les films pornos, hein, mais derrière, il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière les fantasmes? Pourquoi un fantasme, il est là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et ça, on va l'explorer, on va le chercher, mais on va le chercher pas seulement par la parole, on va l'explorer, ce fantasme. Voilà. Et là, on va aller au cœur. Hein, on est un peu comme des volcanologues qui vont aller au cœur du volcan pour voir la fusion qu'il y a. Et c'est là qu'on rentre au cœur de l'énergie, au cœur du questionnement, et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, on relève les manches et on y va. Voilà. Donc, ça, je dirais, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui permettent de cette exploration. Voilà. Et ça, c'est tout mon parcours que j'ai fait, où j'ai fait du tantra rouge, j'ai fait du BDSM, j'ai fait des choses intenses, mais ça permet de pouvoir aujourd'hui tenir un conteneur, maintenir un lieu comme ça, gérer un lieu comme ça. Et à chaque fois, de toute façon, on est plusieurs à tenir, à être là. Je ne suis pas seul. Il y a Simone, ma partenaire, qui elle aussi a fait cette exploration aussi des sexualités contemporaines. Mais on reçoit à chaque fois, on invite toujours aussi quelqu'un qui vient avec nous, qu'on connaît de nos milieux, qu'on a rencontré, que j'ai rencontré dans mon parcours, et que nous invitons à venir avec nous pour participer à l'exploration de ces choses-là. Voilà.
Et la plupart du temps, c'est des choses qu'on construit en fonction des gens qui sont là. Souvent, il y a une intention, que ce soit pour venir faire un séjour chez nous ou venir en séance individuelle, et que l'intention, bien souvent, elle cache quelque chose, hein. Entre parenthèses, moi, j'ai fait une formation aussi d'hypnose. Alors, je ne fais pas d'hypnose dans les séances, mais j'utilise des outils d'hypnose, par exemple la détermination d'objectifs. Et ça, c'est très important, c'est quelque chose, parce que, encore une fois, voilà, les gens, ils viennent avec, au début, soit pas du tout d'idée, hein, ou une idée préconçue qu'ils ont, je ne sais pas, appris, je ne sais où, mais la vraie raison pour laquelle ils viennent, bien souvent, ils ne la savent pas, on ne la sait pas. Je veux dire, moi aussi, souvent, je vais faire quelque chose et je ne sais pas vraiment pourquoi je vais y aller, hein. Et c'est intéressant parce que, et c'est pour ça que j'utilise ces outils d'hypnose, qui est par exemple la détermination d'objectifs, pour aller, pour savoir pourquoi on est là, hein. Et à partir de là, on commence la séance. Voilà. Ce que tu décris chez les gens qui viennent te voir, c'est une forme de recherche, d'interrogation. Et quand je t'entends en parler, j'entends une interrogation individuelle. Est-ce que tu as des célibataires, est-ce que tu as des couples qui viennent te voir aussi? Parce que, et dans ce cas-là, comment ça se passe, quoi? Alors, bien sûr, on a des couples, bien sûr, mais un couple, c'est d'abord deux individus, hein. Et je pense qu'il est important, c'est que chaque individu soit au clair avec soi-même, d'abord. OK? Donc, je dirais que le cheminement, il doit revenir au départ sur chacun ses bases. Bien souvent, quand il s'agit de couples hétérosexuels, un homme, une femme, notre schéma, il est quand même relativement différent, hein. Notre schéma psychique, morphologique, anatomique, hein, il est bien différent. Donc, ce qui est du domaine du féminin, explorons-le, mais en restant dans ce domaine féminin. Et dans le masculin, la même chose. Explorons. Qu'est-ce qui fait mon identité masculine? Qu'est-ce qui fait mon identité féminine? Et moi, personnellement, parce que je ne suis pas toutes les femmes, je ne suis pas tous les hommes. Je suis une femme, je suis un homme, avec mon parcours, avec mon environnement, hein. On le voit bien d'ailleurs quand il y a des jumeaux. Les jumeaux, même des jumeaux monozygotes, ils vont avoir un parcours de vie qui sera complètement différent, qui sera relativement différent, même s'il y en a qui vont essayer de se tenir dans l'œuf symbolique, mais malgré tout, ils vont avoir des aventures différentes, des vies différentes, parce que la réaction qu'ils vont avoir à une sollicitation extérieure, elle sera différente de l'un à l'autre. D'accord ? Bon, et même quand il s'agit de couples homosexuels, c'est la même chose. Il y a toujours une différence énergétique entre l'un et l'autre. Un membre du couple homosexuel, il aura une dimension plus féminine et l'autre aura une dimension plus masculine. Mais ça, en plus, ça change à tout moment. Ça change à tout moment. Même dans une relation hétérosexuelle, dans une relation, à un moment donné, la femme, elle peut être plus yang et l'homme, il peut être plus yin, hein. Alors, en général, et ça évolue, on le sait bien, c'est qu'en général, au départ, dans des couples jeunes, relativement jeunes, l'homme, il est plus yang, mâle, hein, masculin, la femme est plus yin, féminine. Mais en vieillissant, c'est quelque chose qui switch complètement. Quand on observe des couples plus âgés, beaucoup plus âgés des fois, c'est quelque chose qui a complètement switché. C'est que l'homme, il est devenu très yin, très féminin, et la femme, elle est très yang, très masculine. C'est elle qui tient la baraque, c'est elle qui… alors que avant, c'était l'homme, quoi. Voilà. Donc ça switch à tout moment. Bon, écoute, passionnant. Source de réflexion. Est-ce qu'il y a quelque chose, pendant une question qu'on aurait oublié de te poser et que tu aurais envie de Non, moi je dirais que juste pour résumer, vraiment, parce que c'est quelque chose qui se développe maintenant de beaucoup sur l'approche de la sexualité, les sexualités, le tantra, la sexualité consciente, pleine consciente comme nous on l'appelle chez nous, voilà. C'est bien et Dieu merci parce que jusqu'à présent c'était tabou. Mais c'est toujours un grand tabou, hein. Par exemple, en France,
En France, moi, je ne peux pas exercer en tant que sexological body worker. Ce n'est pas possible parce que nous, on est appelé à toucher tout le corps de la personne, y compris les organes génitaux, et en théorie, on reçoit de l'argent pour ça. C'est une profession, hein, il faut bien manger un peu. Et ben c'est interdit. Enfin, c'est interdit. Oui, c'est interdit parce que c'est toucher les organes génitaux de quelqu'un si on n'est pas membre de l'académie, c'est-à-dire si on n'est pas un médecin, un thérapeute, même un kiné, il ne peut pas. Hein, un kiné peut pas. Donc, où il faut faire signer une décharge, et encore la décharge, elle ne vaut rien devant les tribunaux. D'accord. Donc, ben, ça, ce n'est pas autorisé. En France, ce n'est pas autorisé. Hein. Et ça c'est vraiment un problème. Parce que ben, justement, il y a un jugement. Donc aujourd'hui, la sexualité, c'est soit, pour la grande majorité des gens, c'est soit lié à la prostitution, soit lié à la pornographie. Ben non, la sexualité, ça peut être quelque chose qui est d'abord lié au bonheur, au bien-être. D'accord. Qu'est-ce qui se passe quand on a du plaisir? Qu'est-ce qui se passe quand on s'étreint les uns les autres? Et ça, c'est reconnu, et c'est en plus reconnu par la faculté. C'est qu'on va créer, notre corps, il va créer une chimie avec des molécules de bien-être, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine. Et ça, c'est des molécules, c'est des vraies molécules qui nous nourrissent, qui nous protègent, qui protègent notre corps. D'accord. Mais ça, c'est les molécules du plaisir. Eh ben, il ne faut pas le plaisir, voilà, non, c'est juste dans l'alcôve, entre deux partenaires, voilà. Non, mais on peut aller très bien faire une séance avec un sexological body worker ou avec un sacral intimate ou avec qui que ce soit, ou même un masseur, et avoir du plaisir, parce qu'à ce moment-là, notre corps, il va sécréter la bonne chimie dont nous avons besoin. Il va la sécréter dans les quantités adaptées et qui va les envoyer dans les endroits de notre corps où on en a besoin. Voilà. Et ça, c'est mieux que n'importe quel médicament qu'on va prendre, anxiolytique ou ça. Vous voyez. Et c'est marrant parce que quand même, en France, on est reconnu comme un des pays du monde qui est le plus utilisateur d'anxiolytiques. D'accord. Et en même temps, tout ce qui pourrait nous faire du bien, eh ben, c'est interdit. Voilà, c'est la prostitution. Paradoxe, non? Alors, le sex bod, c'est possible en Espagne, c'est possible dans d'autres pays aussi. Ah bah oui, le tantra, le massage tantra, il y a comment dire, des studios de massage tantra. Alors là, il faut se méfier aussi, hein, parce que aussi le tantra, ça c'est encore un grand sac où quand même, ben, dans les studios de massage, il faut faire attention entre un studio de massage tantra et un studio de massage érotique. Bon, ça fait du bien aussi le massage érotique. Hein. Moi, je ne vais pas cracher dans la soupe non plus, mais c'est pas quand même, c'est pas la même dimension, c'est pas la même chose hein, quand même. Voilà. Donc c'est vrai que par exemple en Espagne, c'est souvent confondu. Je dirais que dans les pays d'Europe du Nord où c'est autorisé, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, c'est plus clair. Hein. On voit mieux. Enfin, de toute façon, on voit, quand on voit les praticiens, ce n'est pas que des jeunes filles jeunes et jolies avec des poitrines opulentes, des sourires, des lèvres gonflées. Quand on voit ça, c'est sûr qu'on peut se dire que c'est plutôt un massage érotique. Hein. Et ça, peu importe, parce que je dirais que le praticien, peu importe son apparence ou la praticienne, quand on va faire un massage tantra ou quand on va faire une séance de sexological bodywork ou de sacral intimate, peu importe, ce qui est important, c'est qu'est-ce que la personne va me permettre, comment la personne va me permettre de me connecter avec moi-même. Voilà. Parce que l'expérience, elle est avec soi-même. Et c'est pour ça que, par exemple, nous, dans les stages, on ne cherche pas forcément les parités entre les hommes, les femmes. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que la personne qui va interagir avec moi va me permettre d'explorer. D'accord. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut nous différencier, nous, ici à la Casa Dorada, d'autres écoles ou d'autres lieux de stage où on va vraiment chercher la parité. Moi, j'aime bien qu'on explore autre chose, hein, on explore d'autres dimensions. Voilà. Donc, le massage, c'est quelque chose… j'ai perdu un peu le fil là, mais voilà.
C'était une question sur où est-ce qu'on peut exercer ou pas le sexology. Ah voilà, bah voilà, c'est ça. Alors, le Sexological Bodywork, alors en plus, là maintenant, particulièrement, c'est vraiment la tendance actuelle dans les pays où c'est autorisé, c'est vraiment d'aller de plus en plus vers une profession reconnue. Et je crois même qu'en Suisse, maintenant, parce que moi j'ai fait la formation avec l'équipe suisse, il y a des écoles dans le monde entier maintenant de sexological bodywork. On dit sexbod entre nous parce que c'est plus facile. Donc il y a des écoles de sexbod un peu partout dans le monde. Moi j'ai fait la formation avec l'équipe suisse. Et en Suisse, ils ont beaucoup travaillé auprès des pouvoirs publics. Et je crois que maintenant, c'est pris en charge par les mutuelles en Suisse. Voilà, donc, on en est loin en France. Hein. Voilà, Bon, c'est dommage. On pourrait continuer encore une ou 2 heures Oui. sans souci. Ah oui, parce que j'aurais aimé vous préparer, mais ça, on pourra peut-être le faire une autre fois, c'est de parler aussi de ce que moi, je développe, les Sacro Intimate. C'est quelque chose qui est encore plus dans la connexion, mais ça sera une prochaine fois si vous voulez, si vous voulez m'inviter à nouveau. Le congrès de l'année d'après. Voilà. Merci beaucoup encore une fois pour cette C'était avec plaisir, c'était un grand plaisir. غيركم